Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer de parler du mouvement, mais cette fois, nous allons nous intéresser au mouvement circulaire, comme nous l'avons vu avec la rotation de la grande roue lors de la vidéo précédente. Je vous invite à la visionner avant de poursuivre celle-ci. Comme précédemment, nous allons commencer par définir les grandeurs physiques qui décrivent la rotation, et nous allons commencer par les grandeurs que nous connaissons déjà, celles associées au paramètre linéaire. Pour cela, regardons un objet qui tourne en sens horaire. Le déplacement, noté ΔS, correspond à la distance parcourue par l'objet. Il va dépendre du rayon de la trajectoire circulaire, ici noté R majuscule, et de l'angle θ, ou plus précisément du déplacement angulaire que nous allons définir plus tard. Le rayon ainsi que le déplacement sont en mètres. L'unité de l'angle est le radian. Puisqu'ici, nous avons un déplacement en fonction d'un temps, nous pouvons définir la vitesse. Elle correspond au taux de variation de la position en fonction du temps. Et comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, le vecteur de la vitesse est tangent à la trajectoire, comme ici sur le schéma. On la note V avec une flèche pour bien préciser que c'est un vecteur. L'unité, en système international, est le mètre par seconde. Nous avons vu que pour transformer des kilomètres par heure en mètres par seconde, on divise par 3,6. Lorsque le mouvement est rectiligne, comme dans une chute libre, la grandeur de la vitesse varie et ce taux de variation correspond à l'accélération. Dans le cas où le mouvement est circulaire, il faut préciser un petit peu plus. Le taux de variation de la grandeur de la vitesse par rapport au temps s'appelle l'accélération tangentielle. On la note A indice t avec une flèche puisque c'est une quantité vectorielle. Son vecteur sera dans la même direction que celui de la vitesse. Dans le cas ici, l'accélération tangentielle est dans le sens opposé au vecteur de la vitesse, ce qui signifie que la grandeur de la vitesse va diminuer. L'unité est le mètre par seconde carré, et nous pouvons écrire que cette accélération est égale à la différence entre la vitesse finale et celle initiale sur l'intervalle de temps ΔT. Bien évidemment, les vitesses sont en mètres par seconde et le temps en secondes. Dans ce nouveau cas, l'accélération tangentielle est dans le même sens que le vecteur de la vitesse, ce qui signifie que la grandeur de la vitesse va augmenter. Dans le cas de mouvement circulaire, il est possible que la grandeur de la vitesse ne varie pas. L'accélération tangentielle est donc nulle. Mais il y a quand même une accélération. Cette nouvelle accélération est responsable du changement d'orientation du vecteur de la vitesse. Vous devez sûrement vous poser plusieurs questions. Comment allons-nous la dessiner? Quel est son nom? Cette accélération est l'accélération centripète. On la note A indice C avec une flèche. Parfois, on l'appelle l'accélération normale. Comme elle n'influence pas la grandeur de la vitesse, son vecteur doit être perpendiculaire à celui-ci. Il est dirigé vers le centre de la trajectoire circulaire. Son unité est le mètre par seconde carré, puisque c'est une accélération. On peut la calculer à partir de la grandeur de la vitesse au carré, divisé par le rayon de la trajectoire. La vitesse est alors en mètres par seconde et le rayon en mètres. Maintenant, regardons un peu plus cette formule. On peut remarquer que s'il y a une accélération tangentielle, la grandeur de la vitesse va varier. Et donc, l'accélération centripète variera également. Autrement dit, celle-ci sera différente à chaque position. Nous pouvons définir l'accélération totale comme la somme vectorielle de l'accélération tangentielle et celle centripète. Sa grandeur sera donc égale à la racine carrée de la somme de l'accélération tangentielle au carré et de celle centripète au carré. Lorsque vous achetez une scie circulaire, par exemple, on vous indique que la vitesse de rotation maximum est 5000 rpm. Mais savez-vous à quoi cela correspond? Ce sont des tours par minute. Comme vous vous doutez que ce n'est pas une unité du système international, nous allons regarder quelle est son unité dans le système international, mais pour cela, nous devons définir quelques grandeurs. Comme nous l'avons déjà vu, lorsque nous avons défini le déplacement ΔS dans les paramètres linéaires, le déplacement angulaire se note Δθ. Pour définir les angles θ, il faut se donner un axe d'origine comme repère. On notera θ indice I l'angle de départ et θ indice F l'angle final. Le plus souvent, le déplacement angulaire est directement donné. L'unité dans le système international est le radian, mais dans la vie de tous les jours, nous utiliserons des degrés ou bien des tours.
Pour convertir des radians en degrés, on multiplie par 180 sur pi. Il peut arriver que l'on demande un déplacement angulaire en tours. Dans ce cas, pour transformer des radians en tours, il faut diviser par 2π. Nous pouvons également définir une vitesse, la vitesse angulaire. Elle se note oméga. L'unité dans le système international est le radian par seconde. Comme nous l'avons vu en introduction, nous utilisons plutôt des RPM ou tours par minute dans la vie de tous les jours. Il faudra donc faire des conversions. Pour passer de radians par seconde à RPM, nous allons multiplier par 60 sur 2π. L'accélération angulaire est l'équivalent de l'accélération tangentielle. Elle correspond à la variation de la vitesse angulaire en fonction du temps. On la note alpha et son unité est le radian par seconde carrée. Nous pouvons la calculer en faisant la différence entre la vitesse angulaire finale et celle initiale, divisée par l'intervalle de temps. Bien évidemment, les vitesses angulaires sont en radians par seconde et l'intervalle de temps est en secondes. Dans les situations que nous allons analyser, cette accélération sera constante. Maintenant que nous avons défini les paramètres linéaires et ceux angulaires, nous remarquons que ces paramètres peuvent être liés ensemble. Nous avons pu remarquer que le facteur commun est le rayon de la trajectoire. On l'exprimera en mètres. Tous les autres paramètres, linéaires ou angulaires, doivent être dans les unités du système international. Comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, le déplacement ΔS est égal au déplacement angulaire multiplié par le rayon. La vitesse v sera donc égale à la vitesse angulaire oméga multipliée par le rayon. Concernant l'accélération, c'est celle tangentielle qui est liée à l'accélération angulaire, puisque toutes les deux correspondent à la variation de la grandeur de leur vitesse. Donc l'accélération tangentielle est égale au rayon multiplié par l'accélération angulaire. Maintenant que nous avons en main tous les outils nécessaires pour décrire le mouvement circulaire, nous pouvons regarder plus en détail différentes situations et voir les équations qui les décrivent. Dans chaque cas, nous regarderons les paramètres linéaires, puis ceux angulaires. Le mouvement circulaire uniforme, ou MCU, est l'équivalent du mouvement rectiligne uniforme. Comme nous l'avons vu, l'accélération est nulle. Sauf qu'ici, il y a deux accélérations. Alors, prenons un petit peu de temps pour réfléchir. Quelle accélération sera nulle? Bien sûr, il s'agit de l'accélération tangentielle. Cela signifie que la grandeur de la vitesse reste constante, ainsi que l'accélération centripète. Dans ce cas, nous pouvons écrire que la vitesse v correspond au déplacement ΔS sur l'intervalle de temps. L'accélération centripète sera constante tout le long du déplacement. Nous pouvons la calculer avec la formule vue précédemment, c'est-à-dire la vitesse au carré sur le rayon. Maintenant, nous pouvons également étudier ce mouvement avec les paramètres angulaires. Comme la vitesse angulaire restera constante, cela signifie que l'accélération angulaire alpha sera nulle. Nous pouvons alors écrire que la vitesse oméga sera égale au déplacement angulaire sur l'intervalle de temps. Lorsque l'accélération tangentielle est différente de 0, nous avons un mouvement circulaire uniformément accéléré, ou MCUA. Et comme son nom l'indique, l'accélération tangentielle sera constante tout le long. La grandeur de la vitesse va varier. Ici, elle va augmenter, ce qui signifie également que l'accélération centripète va varier à chaque position. Nous pouvons reprendre les équations que nous avons définies dans la précédente vidéo pour le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Ici, la vitesse VI correspond à la vitesse initiale, soit celle au départ, et V est la vitesse à un instant donné. ΔS est le déplacement entre les deux positions étudiées. Les unités sont bien évidemment celles du système international. Nous devons définir un repère puisque ce sont des quantités vectorielles. Dans le mouvement circulaire, le repère suit l'objet et tourne avec lui, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Ici, l'accélération tangentielle est dans le même sens que la vitesse, elle sera donc positive dans les équations. Dans cette nouvelle situation, l'accélération tangentielle est dans le sens opposé à la vitesse. La grandeur de la vitesse diminue. L'accélération tangentielle sera notée moins a indice t dans les équations d'après notre repère. Nous vous rappelons que u indice t et u indice c sont les vecteurs unitaires. Maintenant, regardons le mouvement circulaire uniformément accéléré avec les paramètres angulaires.
nous savons que l'accélération angulaire alpha est constante tout le long du mouvement. Nous avons vu que nous pouvions relier l'accélération angulaire avec l'accélération tangentielle. Nous pouvons alors reprendre la forme des équations décrivant le mouvement uniformément accéléré et l'adapter avec les grandeurs angulaires. Les unités seront celles du système international. Nous noterons oméga indice I, la vitesse angulaire au début du mouvement, et oméga indice F, celle à la fin du mouvement étudié. Si la grandeur de la vitesse angulaire augmente, alpha sera positif dans les équations. Si elle diminue, alpha sera négatif. Et maintenant, regardons ce qu'il se passe si l'on combine un mouvement rectiligne avec une trajectoire circulaire. On appelle ce mouvement le mouvement hélicoïdal. L'objet avance et tourne en même temps. Par exemple, on peut avoir une particule chargée, comme un électron, qui a une vitesse v et qui est plongée dans un champ magnétique. Si la vitesse n'est pas perpendiculaire au champ magnétique, alors la particule se déplacera avec ce type de mouvement-là. Dans cette vidéo et dans la vidéo précédente, nous avons pu voir les différentes grandeurs associées au mouvement et les différentes équations qui permettaient de décrire ces mouvements. Nous espérons que ces vidéos vous auront permis de mieux comprendre les différents mouvements que vous allez retrouver dans le cours de physique et nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo.